Ces derniers jours, la tension internationale a connu une nouvelle flambée autour du conflit russo-ukrainien, mais pas seulement sur le plan militaire. Sur le terrain diplomatique et économique, les États-Unis, sous l'impulsion de Donald Trump, ont adopté une posture radicale qui pourrait changer la donne. L'annonce d'un renforcement massif des sanctions ciblant les alliés traditionnels de Moscou, à commencer par l'Inde, marque un tournant stratégique majeur. Pour comprendre l'enjeu, il faut d'abord saisir un élément clé de la guerre que mène la Russie en Ukraine, le pilier financier. L'économie russe, profondément vulnérable et fortement dépendante des énergies fossiles, est la colonne vertébrale invisible de son effort militaire. Sans carburant au sens large, pétrole, gaz, pièces détachées, la machine de guerre s'essouffle. C'est précisément cette dépendance que vise désormais le gouvernement américain. La Russie est une économie mono-exportatrice. Son pilier principal, le pétrole, suivi par le gaz naturel. Ces ressources représentent la majeure partie des revenus extérieurs qu'elle utilise pour soutenir l'appareil militaire. Depuis que l'invasion de l'Ukraine a commencé, Moscou a réorienté son économie vers la production de guerre. Presque toutes les industries, jusqu'aux plus inattendues comme certaines boulangeries, arrêtent leur production civile pour fabriquer des drones ou des munitions. Ce modèle de guerre totale est cependant fragile car l'essoufflement des revenus pétroliers pourrait avoir un effet domino. Trump l'a bien compris et, pour forcer Moscou à reconsidérer sa stratégie, il frappe au cœur même de ses ressources financières via de nouvelles sanctions engagées dès la semaine dernière. Le 1er août 2025, Donald Trump a signé un ordre exécutif imposant un droit de douane additionnel de 25% sur l'importation de pétrole russe en provenance d'Inde. Cette mesure s'inscrit dans un cadre plus vaste. Elle pourrait s'étendre à d'autres pays, notamment la Chine, principale acheteuse de brut russe, mais aussi au Brésil, à la Turquie et à certains pays européens qui continuent à acheter de l'énergie russe malgré les sanctions en vigueur. Pourquoi viser ces pays? Parce que la Russie a su contourner les sanctions occidentales grâce à des partenaires commerciaux prêts à acheter son pétrole à prix fortement réduit. L'Inde, par exemple, absorbe environ 38% des exportations russes de pétrole brut. Ces importations donnent à Moscou des liquidités cruciales pour financer son effort militaire. En réponse, Trump a durablement durci son discours et ses sanctions, en plus des 25% de droits sur le pétrole russe. Les États-Unis appliquent un tarif de 25% sur les produits américains importés par l'Inde, soit un total de 50%, l'un des seuils les plus élevés jamais appliqués par Washington. Ce double mécanisme est une mesure de pression économique directe sur New Delhi pour qu'elle cesse de soutenir la Russie. L'Inde se trouve au cœur d'un dilemme. D'un côté, ces entreprises ont cessé provisoirement d'acheter du pétrole russe suite à l'ultimatum américain, se tournant vers des fournisseurs alternatifs comme le Moyen-Orient ou les États-Unis. De l'autre, le gouvernement indien insiste pour maintenir de bonnes relations avec Moscou, ce qui reflète une posture pragmatique mêlant intérêts stratégiques et économiques. La raison première est simple, le pétrole russe est vendu à un prix réduit en raison des sanctions internationales et l'Inde a profité de cette opportunité pour acheter bon marché, raffiner et revendre ce pétrole à prix de marché sur les marchés occidentaux, réalisant ainsi une marge bénéficiaire importante. En d'autres termes, certains analystes estiment que New Delhi profite de la guerre, ce qui rend la volonté de cesser cet approvisionnement plus complexe. Toutefois, cette position pourrait évoluer si la pression américaine persiste, notamment si Washington décide d'étendre ses droits de douane à d'autres importateurs russes, y compris la Chine. Ces actions créent une situation instable où les alliances traditionnelles se redéfinissent au gré des intérêts économiques et politiques. Avant la mise en place de ces nouveaux tarifs, l'envoyé spécial américain Steve Witkoff s'était rendu au Kremlin pour négocier directement avec Vladimir Poutine un cessez-le-feu. Cependant, ces discussions ont capoté, signe que Moscou n'est pas prête à abandonner ses ambitions. Poutine, conscient que ses revenus liés au pétrole sont essentiels à la poursuite de son effort de guerre, a cherché à retarder ses sanctions, envoyant des signaux en faveur de négociations, mais sans concession concrète. Pour la Russie, chaque jour de guerre gagnait compte et un gel des hostilités compromettait leur stratégie. Un reportage de Bloomberg a révélé que la Russie a proposé une trêve aérienne à l'Ukraine, ce qui pourrait alléger la pression sur ses infrastructures stratégiques. Bien que cette trêve ait été acceptée conditionnellement par Kiev, Moscou n'a pas tardé à mener des attaques contre des cibles ukrainiennes, illustrant la faible fiabilité des engagements russes. Cette proposition de trêve aérienne, qui interdirait les frappes sur les raffineries et infrastructures énergétiques russes, doit être comprise comme une tactique visant à minimiser la tension occidentale et à protéger les infrastructures militaires de Moscou, plutôt qu'un réel pas vers la paix.
Cela s'explique par l'amélioration continue des forces ukrainiennes en matière d'attaques ciblées, notamment via des drones pouvant frapper rapidement et efficacement des installations stratégiques russes. Un cessez-le-feu aérien retirerait un avantage significatif à l'Ukraine, ce qui explique que Kiev le refuse au profit d'une reprise des hostilités actives. Malgré le contexte, Vladimir Poutine maintient sa ferme volonté de conquérir des territoires spécifiques en Ukraine, Daetsk, Louhansk, Zaporizhia et Kherson. Selon des sources proches du Kremlin, ni les forces armées ni l'opinion publique russe ne comprendraient un arrêt des opérations à ce stade. Néanmoins, les avancées russes sont marginales. Depuis janvier 2024, elles représentent moins de 1% du territoire ukrainien. À ce rythme, il faudrait 2 siècles à Moscou pour contrôler tout le pays. Par ailleurs, les membres du cercle intime de Poutine, par crainte de son autorité, lui fournissent un flux d'informations biaisées en privilégiant les rapports positifs et enjolivant les réussites sur le front. Cette bulle informationnelle amplifie la perception d'un succès militaire qui n'est pas à la hauteur de la réalité. Le pilier financier de la guerre russe montre des signes d'érosion. Avec une baisse de 63% des investissements directs étrangers et des réserves gelées à hauteur de 300 milliards de dollars, l'économie russe fait face à une crise structurelle. Le modèle d'économie de guerre pousse des entreprises civiles et alimentaires à se reconvertir dans la production militaire. Le cas des boulangeries russes est frappant. En grande partie, elles ont cessé la fabrication du pain malgré une pénurie aiguë pour fabriquer des drones et autres matériels militaires. Cette réorientation provoque un déséquilibre alimentaire patent, en témoignent les prix du pain en hausse vertigineuse et la vente de minuscules tranches emballées individuellement, signe d'une demande excédant l'offre. De plus, le gouvernement russe envisage un plafonnement des prix des denrées de première nécessité, ce qui est traditionnellement un signe d'économie dirigée et peut provoquer des pénuries et des tensions sociales. Les entreprises russes doivent arbitrer entre travailler dans le civil, sans garantie de profit à cause des contrôles stricts sur les prix, et s'engager dans la production militaire qui bénéficie d'un financement et de soutien étatique spécifiques. Ce changement radical reflète l'état de mobilisation économique de la Russie, mais inquiète pour la stabilité sociale à moyen terme. Les banques sont contraintes d'accorder des prêts aux entreprises militaires, tandis que les secteurs traditionnels sont désavantagés. Ce clivage risque d'aggraver les pénuries, multiplier les tensions économiques et sociales dans un pays déjà fragilisé. En imposant des sanctions ciblées sur les importateurs d'énergie russes, Washington cherche à infliger un coup politique et économique à Moscou, mais aussi à dissuader ses alliés ou sympathisants commerciaux. Cependant, les désaccords commerciaux et les intérêts divergents des pays tiers comme l'Inde ou la Chine compliquent une réponse unifiée à la situation. Chacun de ces États jongle entre bénéfices économiques, exigences politiques internes et pression extérieure. Trump considère que frapper ses partenaires est un levier essentiel pour contraindre Moscou, mais cette stratégie implique des risques, une montée des prix mondiaux de l'énergie, des tensions entre les alliés occidentaux, ainsi que des impacts économiques pour les États-Unis eux-mêmes. La récente décision de Trump d'augmenter les tarifs douaniers sur le pétrole russe importé par l'Inde marque une escalade importante dans la guerre économique contre la Russie. Elle reflète une tentative de couper l'oxygène financier à la machine de guerre russe en ciblant ceux qui la soutiennent indirectement. Mais face à la détermination de Moscou, confortée par ses propres calculs stratégiques et aux intérêts divergents de ses partenaires commerciaux, l'efficacité à long terme de cette stratégie dépendra d'un subtil équilibre diplomatique. Le Kremlin joue une partition complexe entre négociations limitées, tactiques militaires et ajustements économiques internes. Les prochains mois seront donc cruciaux pour percevoir si cette offensive américaine contribue réellement à affaiblir la guerre menée en Ukraine ou si elle ouvre seulement un nouveau chapitre de tensions géopolitiques sans résoudre le conflit. Si vous souhaitez continuer à suivre l'évolution de ce dossier, abonnez-vous à notre chaîne. Chaque semaine, nous décryptons pour vous les grandes dynamiques mondiales avec clarté et neutralité pour vous permettre de comprendre les enjeux d'aujourd'hui et anticiper ceux de demain.